Nos enfants écoutent les histoires que nous lisons. Et si nous écoutions les leurs? Bienvenue sur Histoire de naissance, podcast de Lindsay et Marlène, doula et maman passionnées par la naissance. On te raconte des histoires vraies de grossesse et de naissance grâce à des invités sincères et authentiques. Alors c'est parti, détends-toi et laisse-toi bercer. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Chloé, 34 ans, en couple avec Rémi. Ensemble, ils sont les heureux parents de Judith, 2 ans, bientôt. Bonjour Chloé, comment vas-tu? Bonjour, écoutez, ça va très très bien. Merci de me recevoir et d'écouter mon histoire. Eh bien écoute, c'est un plaisir pour nous. Il y a comme d'habitude Lindsay qui est avec nous. Bonjour Lindsay, comment tu vas? Bonjour, ça va bien. J'ai hâte pour l'histoire. Super. Alors, Chloé, tu nous as répondu au questionnaire qu'on envoie à chaque fois avant chaque enregistrement. Et aujourd'hui, tu avais envie de nous parler donc de la naissance de ta fille, nous parler plus particulièrement d'une étape de ta grossesse et également du postpartum et de l'allaitement. Donc, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on démarre au premier trimestre peut-être de ta grossesse, que tu nous dises comment cette grossesse a démarré et qu'ensuite tu enchaînes avec ce que tu as vécu. Ça te va? Très bien. Donc moi, je suis tombée enceinte assez rapidement dans ma relation de couple, c'est-à-dire que ça faisait à peine 9 mois qu'on était ensemble, en sachant qu'en fait, avant mon histoire avec Rémi, j'étais avec une autre personne et j'étais passée par un parcours PMA qui n'a pas fonctionné, qui a duré 3 ans avec plusieurs filles et qui n'a pas fonctionné et qui parle un peu de mon désir de maternité qui était là depuis quand même pas mal de temps et qui était très fort, très prégnant et malheureusement qui n'a pas marché avec mon ex-conjoint. On a fini par se séparer. Alors, est-ce que la PMA a joué? Moi, je pense. Pas que, bien sûr, mais en tout cas, la PMA met les couples à rude épreuve. On parle souvent de l'arrivée d'un enfant qui met les couples à rude épreuve, mais la PMA, bien avant l'arrivée d'un enfant, est aussi très difficile. Donc, elle a révélé les failles de notre couple, je pense. Et voilà. Donc, j'ai rencontré Rémi par la suite, avec dans un état d'esprit difficile parce que pour moi c'était vraiment un échec de couple, mais aussi de cette maternité qui était repoussée à plus tard et je voyais pas comment j'allais pouvoir rencontrer quelqu'un rapidement, me mettre avec et puis être sûre de vouloir faire un enfant avec. J'imaginais que ça prendrait encore des années et que donc ma potentielle grossesse ou maternité à venir serait repoussée de plusieurs années. Et en fait, parfois, il faut un petit peu faire confiance à la vie, c'est ce que je dis maintenant. Parce que je pense qu'elle m'a entendue, voilà. Mais en tout cas, j'ai rencontré Rémi, ça a été un coup de foudre très rapide. Et en fait, très rapidement est né pour tous les deux ce désir d'enfant. Il avait connaissance de mon parcours précédent. Et au bout de 6 mois, 6-7 mois, je décide d'arrêter ma contraception en sachant que pour moi, la grossesse était synonyme de difficulté à tomber enceinte, potentiel PMA. Voilà, on était avec mon ex-conjoint, on nous avait diagnostiqué à tous les deux une forme d'infertilité en fait. À lui, comme à moi, dans le sens où moi j'avais un SOPK. Donc, pas impossibilité de tomber enceinte, mais disons peut-être plus de difficultés, des cycles un peu irréguliers. Voilà. Donc, j'avais fait énormément de travail sur mon corps en amont. Enfin, pendant tout le parcours PMA, j'ai pas fait que le médical. J'ai aussi beaucoup suivi des naturopathes, etc., etc. Bref. Donc, mais en tout cas, quand on a décidé d'enlever la contraception avec mon conjoint, pour moi, ça prendrait des mois voire des années, et je m'étais préparée à ça. C'est pour ça qu'on l'a retiré très rapidement, en fait, parce que dès qu'on s'est dit on aimerait bien avoir un enfant, moi je lui ai dit tu sais c'est long hein, de tomber enceinte, parce que c'était ce dont j'étais convaincue. En fait, je suis tombée enceinte très très rapidement au bout du deuxième essai, en fait. Voilà, le mois qui a suivi le mois de l'arrêt de ma contraception, je suis tombée enceinte. Waouh. Voilà. Donc là, pour moi, ça a été le grand chamboulement parce que vraiment,
même si mon désir de grossesse était là depuis très longtemps, vraiment, je pense que je m'étais pas préparée du tout à tomber enceinte aussi rapidement. Et donc pas avoir une grossesse à ce moment-là tout de suite, aussi vite. J'ai eu d'ailleurs très peur du regard des gens, de mon entourage, parce que ça faisait peu de temps que j'étais avec mon nouveau conjoint, que je sortais d'une longue relation avec la PMA. Mes proches n'ont pas forcément compris d'ailleurs qu'on puisse faire une PMA et mettre fin à une relation. Enfin voilà, c'était donc le début de ma grossesse, c'était un peu oh waouh, comment je fais maintenant pour annoncer ça? Est-ce que je suis vraiment enceinte? Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'était le grand chamboulement quoi. Et en fait, tout s'est très bien passé en début de grossesse. En plus, j'ai vécu un premier trimestre sans aucun effet secondaire. Voilà, j'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu Le de rêve. difficultés. Ouais, le rêve, vraiment, pas de difficulté particulière, de la fatigue un petit peu, mais pas non plus excessive. Donc c'était encore plus difficile je pense, de se rendre compte réellement de ce qui m'arrivait parce que c'était pour moi un peu irréel, quoi. Voilà, jusqu'à la première écho du premier trimestre, j'ai eu du mal, je pense, à réaliser vraiment ce qui se passait. Voilà. Et puis ensuite, le deuxième trimestre, je prends conscience. Donc là, je profite de ma grossesse. Je me dis, je suis enceinte. En plus, mon ventre sort. Donc, je commence à le voir. Voilà, mon corps change. Et donc, je me dis, OK, c'est bon, c'est là. Mon bébé est bien accroché. A priori, tout va bien se passer. Donc, je profite vraiment de ma grossesse avec les désagréments qui arrivent quand même, là, pour le coup. C'est-à-dire que j'ai eu assez rapidement, j'ai des problèmes intestinaux de façon générale, mais là, du coup, j'ai eu une constipation très tôt dans ma grossesse. Donc, j'avais beaucoup de difficultés pour ça. Je tournais au Macrogol, donc un médicament qui aide à aller à la selle. Voilà, tous les 3 jours, je prenais un Macrogol pour pouvoir aller à la selle, sinon j'y allais pas. Donc, je me sentais lourde, ballonnée, mais sinon, voilà, je profitais. Au-delà de ça, je profitais vraiment de ma grossesse. D'ailleurs, je me posais pas beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut faire attention à pas prendre trop de poids, tout ça. Moi, j'avais tellement envie que ça se voit que je me disais, bah, si je grossis un peu, les gens se diront, wow, bah, elle est enceinte, c'est super. Donc, j'ai pris pas mal de poids. Dès le deuxième trimestre, j'ai bien gonflé. Mais bon, bah, j'étais bien dans mon corps, bien dans ma peau. Donc ça allait. Je suis sportive, donc j'ai continué à faire du sport. Je faisais pas mal de vélo. On faisait beaucoup de sorties avec mon conjoint, etc. Jusqu'à le 6e mois et demi. Donc on arrive à jusque-là, tout allait bien. Voilà, grossesse franchement idyllique parce que pas trop de désagréments. Je profite, tout va bien. Et au 6e mois et demi de grossesse, donc on arrive au mois de juin, tout début juin, je fais beaucoup de sorties. Je me rends à des événements, je vais à des tournois de tennis. On est une famille de tennisman. Donc je vais à Roland-Garros à la fin du mois de Ouais. mai. Voilà, j'avais déjà un bon ventre. Tout, c'était quand même, ça commençait à peser tout ça. Et il faut savoir aussi que ma fille était très très bas depuis le début. C'est-à-dire que tout de suite, elle s'est positionnée vraiment tout en bas de mon ventre. Elle était contre mon col, en fait. Elle avait la tête qui appuyait sur mon col dès le départ, quoi. Dès qu'elle a commencé à prendre du poids et du volume, elle s'est positionnée comme ça sur mon col. Mais on m'a pas particulièrement alertée. Voilà, tout allait bien. Donc, je devais mener une vie normale. Et donc, après Roland-Garros, je rentre à la maison. Et puis, je commence à sentir mon utérus qui se contracte un petit peu. Plusieurs fois, c'est arrivé, mais c'était léger. Donc, je me disais, bah voilà, je vais entrer dans le dernier trimestre bientôt. Ça doit être normal. Bon, ça m'interpellait un petit peu, mais je suis pas du genre à inquiète, à se stresser très rapidement, à consulter vite. Je suis plutôt du genre, bon, on attend, ça doit pas être grave. Donc, je laissais faire.
Et puis, en fait, les jours passant, début juin, plus les jours passaient, plus je ressentais des contractions, en fait. Ce que je ne savais... En fait, je savais pas que c'était des contractions. Je sentais bien que mon ventre se serrait, que j'avais du mal un peu à respirer. Mais je me disais, bah non, ça peut pas être vraiment des contractions. C'est bébé qui bouge, elle prenait beaucoup de place. Elle bougeait énormément aussi. C'était vraiment un bébé très très actif. Donc du coup, je supposais que c'était parce qu'elle bougeait et qu'elle me déclenchait des bombes. Bah, aujourd'hui, je sais même pas ce que je me disais à l'époque parce que je pensais pas que c'était des contractions. Donc je me disais c'est normal. Voilà. Tu n'en Et parles à puis un jour, personne à ce moment-là, pardon, je te coupe. Euh, non, ok, tu es suivie par une sage-femme, un gynécologue, tu es suivie comment à ce moment-là? je suis suivie par une sage-femme. Ok, tu lui envoies pas de J'ai petit un, message pour lui j'ai dire. pas, non, Ouais, ok. non, pas du tout. Je j'ai pas de gynécologue. J'ai une sage-femme qui me fait uniquement les 3 échos. Et j'ai une autre sage-femme avec qui j'ai un lien particulier, je m'entends très bien avec, qui me fait la préparation à la naissance. Et même à elle, effectivement, c'est vrai que je me suis même pas posé la question, mais il est vrai que je lui en ai pas parlé. Hmm. Donc pour dire à quel point j'étais pas du tout dans la prévention de quoi que ce soit et pas dans l'inquiétude non plus en même temps. Donc Il j'étais s'entend, plutôt au vu de ton parcours, que tu profitais de ta grossesse, ouais, que c'était l'aboutissement déjà de tant de choses difficiles ouais. que tu avais vécues Je pense avant. que c'est ça. Je pense que j'avais en tête que je devais profiter, je devais voilà aimer cette grossesse à tout prix et je l'ai aimée énormément. Mais en tout cas, je pense que je ne voulais pas me dire il peut y avoir des, enfin inconsciemment, hein, mais je pense que je me suis dit il peut pas y avoir de problème en fait maintenant. C'est voilà, c'est tout va bien quoi. C'est tellement beau et j'étais tellement heureuse que effectivement je me suis à aucun moment je pense que j'ai repoussé le moment où je me suis dit il y a peut-être un truc à aller voir quand même. Et pour la petite histoire, on a emménagé dans un nouvel appartement pendant ma grossesse au cours du mois d'avril et au début on n'avait pas de canapé parce qu'on a dû attendre de recevoir notre canapé. Et il se trouve que, je pense que c'est pas un hasard, j'étais beaucoup en télétravail parce que j'étais enceinte et que mon employeur me le permettait, donc je travaillais beaucoup de la maison. Et il se trouve que le jour où on a reçu le canapé, donc on était un 4 juin, je me dis ça va être génial. Enfin, j'ai un canapé, je vais pouvoir travailler sur mon canapé, je vais pouvoir me poser pour toute la fin de ma grossesse. Jusqu'à présent, j'étais sur des fauteuils, sur des chaises, c'était pas très agréable. Je me dis enfin, je vais pouvoir me mettre avec mon ordinateur sur mon canapé. Et c'était un mardi, et ce jour-là, on reçoit le canapé. Mon conjoint est là le matin, il l'installe, il me dit ah ça va être génial, tu vas pouvoir passer l'après-midi sur le canapé et tout. Super. Donc il s'en va au travail, je me retrouve toute seule. Je me mets sur mon canapé et très rapidement, je sens ces fameux resserrements du ventre, cette sensation d'inconfort qui me serre le ventre une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis de plus en plus rapidement, de plus en plus souvent. Et là, je me dis, mais il y a un problème. C'est pas possible. Là, j'ai l'impression quand même que c'est des contractions. J'ai l'impression que c'en est, quoi. Mais c'est pas possible. Je suis qu'à 6 mois et demi. Non, ça doit pas être ça. Mais quand même, ça me serre, c'est pas agréable. Puis ça me fait mal. Et ça commence donc en début d'après-midi et j'attends, je laisse faire, j'attends. De mémoire, je prends quand même un spasfon ou 2 spasfons. Enfin voilà, je prends quand même des spasfons parce que je sais que c'était recommandé en cas de douleur, de ventre, etc. Et puis ça passe pas. Et je commence à envoyer un message à mon conjoint qui est au travail et je lui dis je crois qu'il va falloir quand même que j'aille consulter à la maternité parce que ça me paraît bizarre, je crois que j'ai des contractions. Et donc lui, il me dit ah bon, t'as des contractions, mais comment ça? Bah je lui dis oui, oui, je crois bien que c'est des contractions. Tu sais, mon ventre qui se serre là, parfois je t'en parle. Ben en fait, je pense que c'est des contractions. Et puis je lui dis là, ben en fait depuis le début d'après-midi, ça s'enchaîne quoi. J'en ai beaucoup et ça s'arrête pas vraiment. Et donc ben faudrait quand même pas que ce soit des contractions et des vraies parce que sinon ça craint quoi. Et donc il me dit bah oui, tu veux que je vienne avec toi et moi toujours dans cette optique de dire bah non, tout va bien.
Je dis non, je vais aller consulter et puis ça va bien se passer en fait. C'est juste qu'on va me rassurer. Donc, mais quand même, j'attends la fin d'après-midi. Ouais, c'est-à-dire que j'attends la fin d'après-midi et vers 17-18 heures, je me rends à la maternité qui est pas loin. Elle est à 10 minutes de chez moi, à la Croix-Rousse à Lyon. Je m'y rends et pour vous dire, je suis tellement pas inquiète que je prends uniquement ma pochette sous le bras, ma pochette de documents de grossesse. Et je me rends à la maternité, j'explique, on me dit, on va vous poser un monito pour voir effectivement s'il y a bien des contractions ou pas. On me pose le monito, on me laisse dans une petite salle. Jusqu'à là, je suis toujours sereine. Je sens ces contractions, mais je me dis non, c'est bon, voilà, on va me donner quelque chose, on va me rassurer, on va me renvoyer chez moi. Et puis, la personne qui m'a posé le monito revient, je sais pas, une demi-heure après, et elle me dit... bon, mademoiselle Chloé, on va vous garder à l'hôpital parce que là, vous avez quand même beaucoup trop de contractions. Et alors là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je dis, comment ça, on va me garder? On va me garder ce soir, encore un petit peu. Ah non, non, là, vous allez rester minimum 72 heures à l'hôpital. Et là, je dis, mais non, c'est pas possible. Non, comment ça, on va me garder 72 heures à l'hôpital? Pourquoi? Et là, on m'explique, en fait, et je réalise pas tout de suite non plus, encore. Je pense que mon cerveau a vraiment eu besoin de vraiment de temps et de plusieurs électrochocs pour réaliser l'ampleur, en fait, l'enjeu, ce qui était en train de se jouer. Donc déjà le fait qu'on me dise on va vous garder, pour moi une hospitalisation c'est pas rien. Donc déjà je me dis ah ouais d'accord, ah bah oui vous avez des contractions, votre fille elle appuie sur votre col, elle est très basse, vous êtes qu'à 6 mois et demi de grossesse, donc en fait là vous pouvez accoucher mais ça fait partie des très grands prématurés. Donc on m'explique ça et on me dit en fait là il faut qu'on fasse tout pour arrêter les contractions. Et puis, pour faire en sorte que vous n'accouchiez pas. Et là, on me parle d'accouchement. On me dit pour que... Tu n'en es pas du tout là dans ta tête, toi, ce qui est normal. Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, l'accouchement, c'est encore très loin. D'ailleurs, avec ma sage-femme avec qui je fais la prépa, j'ai pas encore commencé à aborder le vrai sujet de l'accouchement. Je suis dans je crois que j'ai parlé des soins du bébé, toutes ces choses-là, mais j'ai pas du tout abordé encore l'accouchement en lui-même. Donc pour moi, c'est irréel, quoi. Je me dis non, c'est pas possible. Et je demande plusieurs fois, mais là, je pourrais accoucher. Et on me dit, si on fait rien, et si vous continuez comme ça, vous pourriez effectivement, le col pourrait s'ouvrir, et si le col s'ouvre, c'est l'accouchement. Donc oui, c'est possible. Donc là, il faut l'arrêter, il faut arrêter les contractions, il faut tout stopper, il faut stopper votre train de vie, il faut stopper tout ça. Donc je tombe des nues. Franchement, là, je tombe des nues. C'est une claque. Moi, j'imaginais encore 2 mois et demi, 3 mois de grossesse en plein été. J'avais prévu plein de choses. J'avais prévu de partir en vacances. Mon conjoint allait être en vacances aussi, donc on avait prévu de profiter de la fin de la grossesse ensemble. Et là, pour moi, c'est la douche froide. Et je commence à réaliser, mais le vrai électrochoc, vraiment, c'est quand on me dit, donc on m'installe dans une chambre, etc. On me pose un monito, les contractions ne s'arrêtent pas, ça continue. Et là, on me dit au lendemain matin, donc déjà, je fais venir mon conjoint, lui paniqué, hein, donc sa panique, il me la transmet un petit peu parce que lui, il est paniqué, parce que je pense qu'il réalise plus. Qui explique à ton conjoint, c'est toi ou quelqu'un de l'équipe va lui expliquer quand même? Non, c'est quelqu'un de l'équipe. Moi, je lui explique de façon très floue. En fait, je ne réalise pas encore. Donc, je lui dis, il me garde, mais voilà, mais j'ai des contractions. Et lui, il se pose plein de questions. Et en fait, c'est moi qui lui dis, en fait, viens et on va t'expliquer. Parce que moi, je n'étais pas en capacité, en fait, de lui expliquer. Donc, je sais plus si c'est une sage-femme ou une gynécologue. Je crois que c'est une interne qui lui explique correctement les choses. Et là, lui, il panique.
Lui, il panique parce que je pense qu'il prend conscience qu'il y a une possibilité d'accouchement, que c'est très tôt, trop tôt, et que voilà, donc il alerte. Moi, je lui avais demandé d'en parler à personne, il n'a pas réussi, parce que moi, je voulais pas affoler tout le monde, hein, toujours dans mon truc de non, non, tout va bien, ça va bien se passer. J'ai pas prévenu mes parents, mes proches. Lui, il a pas réussi. Parce qu'il est très proche de ses parents et je pense qu'il avait besoin d'évacuer, donc il appelle ses parents, il leur dit que Chloé est à l'hôpital, elle a des contractions, tout ça. Donc évidemment, tout le monde se fait du souci, bien sûr. Mais moi, je suis encore dans mon truc, voilà, ils vont me garder 48-72 heures, et puis je vais repartir à la maison tranquille et ça va bien se passer. Et quand je réalise vraiment, c'est le lendemain matin. Bon, bah, j'ai eu des contractions toute la nuit, hein. Ils m'ont donné des médicaments pour essayer d'arrêter les contractions, mais ça les a pas réellement stoppées. Elles ont continué. Et le lendemain matin, très tôt, on me dit bon, on va faire une piqûre de corticoïdes pour faire maturer les poumons de votre bébé. Et c'est là, alors je leur dis quoi? Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on m'explique que, bah, en cas d'accouchement, pour le moment, les poumons sont pas suffisamment matures pour vivre en dehors de l'utérus. Et donc on me dit, ben en fait, la piqûre de corticoïdes va aider à faire maturer les poumons pour si bébé sort. Et là, je crois que c'est vraiment là que je prends conscience. Parce qu'en fait, je prends conscience que le corps médical euh, pense que le bébé peut sortir. Voilà, vraiment. Parce que s'ils font ça, je me dis que... Parce qu'en plus, il y a des... Bon, c'est pas anodin, une piqûre de corticoïdes pour faire maturer les poumons du bébé. Donc, il y a des potentiels effets secondaires, il y a quand même quelques risques. On me les explique d'ailleurs. Et donc, je me dis, j'ai énormément confiance dans le corps médical et je me dis, s'ils prennent du coup le risque de me faire ça, c'est qu'il y a surtout le risque que j'accouche. Donc je tilte et puis je me dis là on fait quelque chose à mon bébé dans mon ventre. On va voilà, enfin on lui porte atteinte entre guillemets, même si c'est pour son bien. Je me dis non, c'est pas possible. D'ailleurs, je demande s'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Est-ce qu'on est obligé? Et on me dit bah vous pouvez les refuser, mais en fait on vous le déconseille très fortement parce que si vous accouchez, ça va être très très difficile pour le bébé. Donc j'accepte et on m'explique que, par exemple, le bébé, les piqûres de corticoïdes, ça a tendance à l'atrophier, à l'endormir. Et que potentiellement, on va beaucoup me surveiller parce que on va surveiller que son cœur ne ralentit pas trop. Parce que ça a tendance à ralentir le cœur du bébé, donc à atténuer ses mouvements, donc que je vais pas trop le sentir et qu'il faut pas trop que je m'inquiète. Et moi qui ai un bébé très très actif qui me donne des coups toute la journée et toute la nuit, effectivement, je commence à après la piqûre, pendant 24 heures, je sens beaucoup moins mon bébé. Donc vraiment, moi, là, je change d'état d'esprit. Là, je panique. Je me dis, je peux accoucher, je vais accoucher. Je commence à lire, évidemment, les statistiques en cas de, voilà, à ce moment-là de la grossesse, en cas de contraction, combien de femmes accouchent, combien vont au terme. Je me rends compte qu'il y a quand même une bonne proportion de femmes qui accouchent, en tout cas prématurément. Donc je passe d'un état d'esprit tout va bien, dans le meilleur des mondes, je suis enceinte, tout va bien, c'est beau, à c'est horrible, je vais pas bien, je stresse, je suis pas prête à l'accouchement, je suis pas prête à avoir mon bébé dans les bras, je suis pas prête à subir un bébé prématuré, donc potentiellement une hospitalisation de mon bébé. Enfin, rien ne va quoi. Donc je cherche de quoi parler avec des personnes qui sont passées par là, parce que le corps médical comment dire, m'explique les choses en cas d'accouchement, en cas de non-accouchement, comment ça va se passer, on va me garder, machin. Mais je trouve pas. J'ai besoin d'en parler en fait. Je suis paniquée et j'ai besoin d'être rassurée dans tous les cas de figure, c'est-à-dire d'être rassurée si j'accouche, d'être rassurée si je dois, enfin si je n'accouche pas, mais que je dois vivre cette fin de grossesse difficile, particulière quand même. Et je le trouve pas. Et en fait, le seul endroit où je trouve du réconfort, c'est dans l'association dans laquelle je suis,
Est-ce que je peux la citer? Bien sûr. Qui s'appelle le Club Poussette, qui est une Oui. association nationale et qui a des branches locales et dans laquelle j'ai eu la bonne idée de m'inscrire avant mon accouchement. Donc j'étais inscrite depuis pas longtemps, hein, depuis je sais pas, à la mi-grossesse à peu près, je découvre cet asso, je me dis tiens c'est génial, je vais peut-être en avoir besoin après l'accouchement et tout ça. Et en fait, j'en ai eu besoin avant, parce qu'à ce moment-là, je me dis, tiens, il y a cette association. J'ai pas beaucoup échangé pour le moment avec les mamans et tout ça, mais je vais faire un message en disant que je suis en panique, que j'ai besoin d'aide. Est-ce que quelqu'un est déjà passé par là? Voilà. Et j'ai des réponses parce qu'en plus, dans la branche locale, il y a personne qui est passé par là, mais on me propose d'envoyer mon message au national pour que j'ai des personnes qui puissent échanger avec moi. Et je me retrouve à avoir plein de mamans qui sont passées par là, qui me disent si tu as besoin de parler, tu peux, je suis là, etc. Et en fait, je pense que ça me sauve à ce moment-là. Vraiment, ça me sauve. Parmi les personnes qui me répondent, il y a aussi une personne qui travaille en néonat, en service de réanimation néonatale et qui me dit si tu veux, je peux t'expliquer ce qui se passe aussi en cas d'accouchement prématuré, comment ça va se passer pour toi, quels sont les risques, qu'est-ce que c'est un bébé prématuré, est-ce que et en fait je lui pose plein de questions en fait, est-ce que mon bébé a vraiment des chances de survie, parce que pour moi ça signifiait très peu de chances de survie aussi quoi. Et en fait, elle m'a beaucoup rassurée sur le fait que maintenant, en tout cas en France, on a aussi beaucoup de chance et qu'on fait d'énormes miracles, même avec des très grands prématurés qui s'en sortent parfois sans aucune séquelle, même s'il y a des risques, même si plein de choses et que c'est un parcours très difficile. Donc, elle me rassure et toutes ces mamans qui sont passées par ce qu'on appelle entre nous la MAP, la menace d'accouchement prématuré, je peux leur parler et en fait, beaucoup me rassurent. Il y en a qui ont accouché prématurément, d'autres non. Donc déjà, j'entends qu'on peut ne pas accoucher prématurément, même avec une grosse menace d'accouchement prématuré comme la mienne. Et puis j'entends aussi qu'on peut accoucher prématurément et que ça se passe bien, ou que ça se passe moins bien, mais qu'on s'en sort, voilà, que c'est pas la fin de la grossesse en fait. Et ni forcément la mort du bébé, hein, parce que moi c'est ça que j'avais en tête, hein, enfin, très clairement. Donc ça me rassure beaucoup et je les remercie énormément aujourd'hui d'avoir été là à ce moment-là. Elles m'ont aidé à passer ce cap. Donc après je rentre chez moi et j'ai pour consigne de rester enfermée. Maintenant j'appelle ça assignée à résidence. C'est ce que j'ai ressenti. Parce qu'on m'a dit, donc tu as le droit de sortir, de marcher, mais pas plus de 15 minutes par jour. 15 minutes, en fait, tu vas à la boulangerie, tu reviens. Heureusement, Ouais. la boulangerie n'était pas loin. Donc, je pouvais aller m'acheter un pain au chocolat. Mais c'était tout ce que j'avais le droit de faire. 15 minutes par jour, tout compris, y compris chez moi, à l'intérieur de chez moi. Donc, les allers-retours dans la chambre ou je sais pas quoi, ça compte. Donc, en fait, voilà, 15 minutes par jour debout, enfin, en marchant, c'est rien Rien. du tout. Voilà. La voiture, dans un premier temps, interdite. Donc, en fait, je pouvais faire 1 kilomètre autour de chez moi, même pas. Enfin bon, voilà. Très clairement, je pouvais rester dans mon canapé et c'est tout. Et en fait, pour quelqu'un comme moi qui est très active, passer d'une grossesse active à faire plein de sorties, plein de choses, à tu restes chez toi, bon, ça a été un truc où je me suis dit comment je vais faire. Mais en fait, j'étais pas en mode quelle horreur, parce que je me suis dit en fait moi je veux que mon bébé reste dans mon ventre le plus longtemps possible en fait. Et donc j'étais tellement guidée par ça que je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Voilà, c'était pas un problème pour moi d'être assignée à résidence. Je dis pas que ça n'a pas été long et que ça a pas été compliqué, mais en fait j'étais guidée par voilà, chaque jour de gagner, c'est un jour de plus pour mon bébé dans mon ventre. Et on m'a dit ça, je me souviens qu'une des sages-femmes de la maternité m'a dit maintenant votre objectif, c'est que chaque jour qui passe, c'est un jour de plus pour votre bébé dans votre ventre et donc un jour de mieux pour lui et pour se développer. Donc en fait, moi j'étais vraiment focus là-dessus. Et donc finalement, tout le monde me disait ça va, tu t'ennuies pas trop, c'est pas trop terrible.
non, ça va, tout va bien. Moi, tant que mon bébé il est là, tout va bien en fait. Mon terme, c'était le 30 août. Et donc, ma menace d'accouchement prématuré, je l'ai fait un 4 juin. Et donc, moi, à chaque jour qui passait, voilà, c'était OK, il est là, c'est bon, il est toujours là, tout va bien. Et j'ai vécu ça comme ça, en fait. Ça a été long et voilà, un peu difficile. Par chance, j'ai eu les Jeux Olympiques au mois de, au mois de juillet, août. Il y a eu 15 jours de Jeux Olympiques. J'étais toute la journée devant les JO. Je suis une sportive, donc là, j'ai vraiment squatté de A à Z. Je connais toutes les épreuves et tous les gagnants et tout ça. Je suis incollable sur les JO 2024. Je me dis peut-être que ma fille s'en inspirera, deviendra une grande sportive. Qui sait? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. À force de sérieux et de rigueur sur ce qu'on m'a demandé de faire, à savoir rien, je suis arrivée en août, à mi-août. J'ai eu des contractions tout au long de l'été qui revenaient, hein, mais tout de suite, je me posais. On m'avait donné des petits tips comme prendre des bains, se plonger dans les bains, faire des trains de space-fond. Ce qu'elle appelle le train de space-fond. On prend 2 space-fonds, on attend 15 minutes, on en reprend 2 jusqu'à ce que les contractions se calment. Wow. Et au maximum pendant 1 heure. Hein. Donc ça fait 4 fois 2 space-fonds. Donc ça fait pas mal, mais ça marchait bien pour calmer les contractions. Je suis retournée une fois à la maternité, un jour où j'avais plus de contractions que d'habitude et où très vite, là pour le coup, j'ai pas attendu toute la journée en me disant je vais attendre de voir si ça passe. Hein. J'en ai eu pendant 1 heure et je me suis dit oh là là, c'est reparti. Donc je suis retournée, on m'a rassurée, le col était un petit peu ouvert, mais je crois que c'était fin juillet. Donc déjà, en termes de prématuré, on était beaucoup moins dans un danger imminent. Et donc on m'a dit essayez toujours de rester tranquille, mais voilà, c'est déjà plus serein si jamais on part sur un accouchement. Et mon col était ouvert un petit peu, il était ouvert à 1, je crois, mais voilà, ça les a pas inquiétés, ça m'a rassurée, ils m'ont renvoyé chez moi. Donc voilà, ça fait, tout va bien. On arrive au mois d'août, et là, au mois d'août, j'avoue que je souffle. Quand on passe le 1er août, je sais pas pourquoi, mais se dire que je suis dans le mois de mon terme, je me dis voilà, on m'explique que dans le dernier mois, je peux accoucher et que pour le coup, c'est pas grave. En plus, mon bébé, il est a priori bien formé, il est bien gros déjà. Voilà, donc on me dit là, c'est bon, tu peux relâcher. C'est pas pour autant qu'on me dit tu peux faire youpi tralala, aller courir et tout ça. On me dit essaye de rester tranquille encore un peu, mais en tout cas, tu peux plus te permettre. Si tu as besoin de bouger, on me dit que je peux prendre la voiture sur un quart d'heure, 20 minutes, c'est possible. Donc, je reviens un petit peu parce que ça me permet de sortir de chez moi. Je vais chez mes beaux-parents une fois. Enfin, voilà, je reviens un petit peu. Et puis surtout, maintenant, je me dis, bon, ok, maintenant, j'ai hâte, quoi. Entre-temps, j'ai préparé l'accouchement. J'ai fait pas mal de sophrologie pour me détendre. J'ai appris à gérer les contractions. Donc là, je me dis, bon, allez, on y va, quoi. Et là, ça commence à être long, du coup. Le mois d'août est long parce que j'ai hâte, j'ai envie qu'elle arrive. Elle m'appuie. Ah, puis là, alors là, les derniers mois, j'ai pris 20 kilos. On est en été, il fait chaud. Elle m'appuie sur le col, donc depuis le début, mais là, elle prend énormément de place. Donc, du coup, elle m'appuie en bas du col. C'est insupportable. J'ai envie de faire pipi tout le temps. J'ai des remontées acides en permanence. Tout est voilà. Mais bon, comme beaucoup de fins de grossesse, mais c'est vrai que là, elle est vraiment très très basse. Je la sens très lourde en bas. Et donc, je me dis, bon, faut qu'elle arrive là bientôt. Donc, voilà, on passe mi-août. Et autour du 20 août, avec mon conjoint, franchement, on n'en pouvait plus d'attendre. Et donc, je vois une dernière fois la sage-femme qui me dit, je lui dis, est-ce que là, tu es sûre, je peux accoucher, tout va bien se passer si j'accouche maintenant? Elle me dit, bah oui, tu es à 10 jours de ton terme, c'est tout à fait possible d'accoucher sans aucun problème. Et donc, je lui dis, est-ce que tu penses que je peux faire amener le travail si je me bouge un peu. Elle me dit écoute, moi je te le conseille pas forcément, mais en tout cas, si tu as envie de sortir et de faire des choses, vas-y. Si l'accouchement arrive quoi.
Et donc, moi, j'avais vraiment envie de faire des choses, j'en pouvais plus. Et j'avais la petite idée de me dire peut-être que si ça déclenche un peu l'accouchement, un petit peu avant, j'en peux tellement plus d'attendre que j'étais dans une impatience pas possible, quoi. De voir ma fille, voilà, je vous la voulais dans mes bras, je ne supportais plus d'attendre de ne pas la voir dans mes bras. Et donc, je me dis, si ça déclenche l'accouchement, bon, bah, ça déclenche l'accouchement. Et le 21 août, avec mon conjoint, on se dit, tiens, on va aller se faire une petite rando. Petite, hein, petite. Ah, tu fais pas semblant. C'est pas Non, on va faire un magasin, c'est on va faire une rando. Ok. Bon, on va faire une petite rando parce qu'on aimait bien ça, on aimait bien marcher. Ça faisait 3 mois que j'avais pas marché et donc j'avais besoin de ça. Ça me ferait du bien. Je me suis dit ça me fera du bien. Et donc on était dans les Monts d'Or, près de Lyon. Il y a des bonnes grimpettes à faire. Et bon, on se dit on va faire 2 kilomètres de montée. C'est pas grand chose 2 kilomètres. C'est quelque chose que j'avalais avant la grossesse de façon très rapide. Alors, avec 20 kilos de plus, les 2 kilomètres, on a mis 2 heures à les faire. C'était horrible, mais c'était génial, mais c'était horrible. Bon, ça montait comme ça, de façon vraiment je sais pas la pente à combien elle était, mais elle était vraiment ardue. Et moi, j'avançais à pas de tortue. Mais on est arrivé au Mont-Cindre, dans les Monts d'Or, en haut, là, avec une vue magnifique sur Lyon. On était trop bien, on a fait des photos avec mon ventre énorme et tout ça. Et c'est la dernière fois qu'il y aura mon ventre sur les photos. Parce que donc on rentre en fin de journée, je me sens fatiguée, je suis pas bien, je me dis ça me tire de tous les côtés, etc. Je passe une nuit horrible où j'arrive pas à dormir et je me lève le matin et là je suis trempée. En me levant comme dans les films. On m'avait dit non mais la rupture de la poche des os c'est pas comme dans les films hein, très rarement en tout cas ça coule un petit peu, tu vas peut-être te demander si c'est ça, etc. Moi je me lève, c'est comme dans les films. C'est-à-dire que là je me retrouve avec une flaque d'eau à mes pieds et mon chéri me dit bah tu fais pipi? Non, chouchou, je fais pas pipi. Je crois pas, c'est pas du pipi. Et je lui dis, je crois bien que j'ai perdu les os. Ah bon, t'as perdu les os? Panique à bord. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors attends, reprends ce qu'elle a dit Sophie, la sage-femme. Quand si on perd les os, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, il est 8 heures du matin et je sais que j'ai perdu les os. Et je me souviens que ma sage-femme qui m'a fait la prépa me dit, quand tu perds les os, eh ben, il faut aller à la maternité parce que assez rapidement, parce que bon, il peut y avoir voilà, le bébé, il peut être en difficulté assez rapidement. Ça peut, je sais plus, mais il peut y avoir une infection du liquide amniotique. Enfin voilà. Donc rupture de poche des os, on va à la maternité. Donc moi je me dis ça y est, c'est là. J'ai du mal à réaliser. Je me dis si je perds les os, c'est forcément que je vais accoucher. J'ai pas conscience que ça peut prendre du temps encore. Mais pour moi, je vais accoucher là dans la matinée. Hein. Voilà, je me dis j'ai perdu les os, je vais accoucher dans la matinée, donc il faut aller à la maternité, j'y vais, etc. À 9h30, je pense que je suis à la maternité. Tout était prêt. Hein. Moi, j'avais eu le temps de la préparer ma valise. Hein. J'étais à la maison pendant 3 mois, donc voilà. Donc on y va, on m'examine, on me dit effectivement rupture totale de la poche des os. Mais votre col est pas ouvert, hein, madame. Enfin, il est toujours je crois qu'il est à 2 à ce moment-là, ou à 1 ou 2. Mais en tout cas, voilà, on me dit, et là, je tombe des nues parce qu'on me dit, non, mais pour un premier accouchement, alors, oh là là, on a le temps. Oh là là, vous avez le temps, mademoiselle. A priori, là, vous allez pas accoucher avant plusieurs heures, quand même. Sachant qu'effectivement, quand j'arrive à la maternité, j'ai pas de contraction. J'ai perdu les os, mais je n'ai pas encore de contraction. Et bizarrement. Et on me dit, bon, ben, on va vous faire revenir, c'est le matin, donc il est 9-10 heures, et on me dit, on va vous faire revenir vers 15 heures. Parce que d'ici là, bon, sauf si d'ici là, les contractions arrivent et s'enchaînent énormément, vous revenez plus tôt. Mais sinon, vous avez le temps, vous revenez vers 15 heures. De toute façon, on n'a pas de lit pour le moment. C'est une maternité publique et donc pour le moment, on n'a pas trop de place. Donc en fait, ça nous arrange aussi. Je comprends que ça les arrange, que je rentre chez moi. Et vous revenez. Moi, là, je comprends pas. Je me dis, mais attendez, je peux accoucher à tout moment. C'est quoi ce bazar? Je suis persuadée que je vais accoucher, donc je ne veux pas rentrer chez moi. Et puis, j'ai un peu peur de rentrer chez moi. Je me dis, ça peut arriver d'un coup. Je ne veux pas accoucher à la maison. Voilà.
Et on me dit non, 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 mais vous inquiétez pas, c'est un premier bébé, ça va prendre du temps, etc. Bon, ok. On rentre à la maison et les contractions arrivent. Et là, les contractions, donc je les comprends tout de suite que c'est des contractions parce que je connais ça. Par contre, elles me font vraiment mal tout de suite. Contrairement aux contractions que j'avais eues dès le départ en juin, qui étaient supportables en termes de douleur, là, elles sont tout de suite très douloureuses. J'apprendrai par la suite que la rupture totale de la poche des os provoque des contractions plus douloureuses que quand il y a encore du liquide, plus de liquide, etc. Mais je le sais pas tout de suite, ça, j'apprends après, parce que je me dis c'est pas possible, j'ai vraiment très très mal, très très mal. Et bon, elles sont pas du tout régulières, hein. Elles sont une fois par-ci, voilà, une fois 10 minutes, après 30 minutes. Parfois, j'ai une grande pause d'une heure où je me dis, bah non, ça s'est arrêté. Et puis après, ça reprend. Bon, mais j'ai très mal et surtout, ça pousse. À chaque fois, ça pousse. J'ai une envie d'aller à la selle. J'essaye d'aller à la selle, mais en fait, c'est pas ça qui pousse. Moi, je suis persuadée que c'est sur mon rectum et sur mon anus et qu'il faut que je fasse que j'aille à la selle. Mais en fait, non. J'essaye tout. À chaque fois que j'ai une contraction, je vais aux toilettes. Je dis à mon chéri, non, mais là, je vais me faire dessus. Mais non. Ça, on m'avait pas préparé à ça. J'avais pas compris ça, moi. Et bref, à un moment donné, on avait rendez-vous à 15h à la maternité. On va s'acheter un sandwich à la boulangerie, à côté. Et dans la boulangerie, je prends... ça s'était un peu arrêté à ce moment-là, les contractions. Je prends une énorme contraction où je me dis, c'est pas possible, je vais accoucher dans la boulangerie. Je commence à me mettre accroupie. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui se passe? J'avais un ventre énorme. Les gens pensaient que j'allais accoucher. Et heureusement, j'étais avec mon conjoint qui dit, non, 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 mais vous inquiétez pas, ça va aller. Il me raccompagne dehors. Enfin, bref. Et là, je commence à stresser parce que je sens que les contractions, elles poussent quand même. Et donc, on retourne à la maternité un peu avant. Il était 14h. Et on leur dit, je suis désolée, mais voilà, j'ai mal, je stresse. Il y a quand même des contractions qui sont quand même présentes, même si elles sont pas régulières. Et donc, on me dit, vous inquiétez pas, on va vous mettre dans une chambre. Et on me met dans une chambre à côté d'une personne qui a elle aussi rompu la poche et qui attend depuis 24 heures que le travail se déclenche. Et là, je me dis, non, 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 mais moi, je peux pas attendre 24 heures, j'ai trop mal. Alors, elle n'avait pas les contractions que j'avais, hein. Mais je me dis, je peux pas faire ça pendant 24 heures, des contractions aussi douloureuses. Non, c'est pas possible, quoi. Et donc, on me propose plusieurs choses, de l'acupuncture pour accélérer l'ouverture du col, ce que j'accepte. Et on me dit, ben, en fait, vous n'avez pas 10 solutions. La meilleure solution, c'est d'aller marcher. De vous lever, d'être debout, de marcher, on me dit. Donc, ben, je lui dis, ok, je vais marcher. Je fais le tour de l'hôpital. Et puis, le travail commence. C'est-à-dire que les contractions se rapprochent de plus en plus, pendant que je suis à l'autre bout de l'hôpital, évidemment. Mais là, il est 18h, hein. Donc là, j'ai rempli la poche des os à 8h. J'ai eu des contractions toute la journée de façon irrégulière et elles se mettent à être vraiment régulières autour de 17-18h en fin de journée. Et elles sont très régulières, mais mon col s'ouvre pas, quoi. Ça s'ouvre pas. On me dit, ben non, ça s'ouvre pas. Et je souffre le martyre. Vraiment, j'ai très, très mal sur les contractions régulières. Voilà, 3 minutes, elles s'enchaînent et c'est très douloureux. Donc, on me met sous la douche. Le seul truc qui me fait du bien, c'est la douche chaude avec mon conjoint qui me masse le bas du dos. J'appelle ma maman, je dis, maman, c'est horrible. Vraiment, je vais mourir, maman. Ma maman qui a eu 4 enfants, et je précise, sans péridurale. Donc, je me dis, il y a qu'elle qui peut me rassurer. Elle me dit, non, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Elle me rassure. Moi, je dis, mais il faut m'aider, je vis trop mal, en fait. Je souffre le martyr. Et bah oui, mais tant que vous n'êtes pas plus ouverte, on peut pas vous poser la péridurale. Donc, j'attends, je souffre. Bon, voilà, je passe un peu les détails. Je souffre pendant de 18h à 20h. J'ai des contractions très douloureuses, très régulières. C'est le pire de tout ce que j'ai vécu de ma vie en termes de douleur. Et puis à 20h, moi, je voulais essayer d'aller potentiellement le plus loin possible sans péridurale. J'avais envie de ressentir tout ça, un maximum.
Mais en fait, à 20h, on me dit, vous êtes à 3, est-ce que vous voulez la péridurale? J'ai dit oui, s'il vous plaît, libérez-moi. Donc, on me libère, on me pose la péridurale, et là, je revis, vraiment, je revis. Par contre, je demande à ce qu'elle soit la moins dosée possible. Je veux sentir un maximum ce qui va se passer. Et donc, j'avais la possibilité de faire la péridurale, je sais plus comment ils appellent ça, mais ce que j'appelle mini-dosée, donc voilà, la moins dosée possible. Et donc on me dit, par contre, il faut faire attention. On me donne la pipette qui me permet de mettre les doses de produits anesthésiants, mais on me dit, voilà, on viendra vous voir pour vous aider à la maîtriser au mieux, pour pas qu'elle soit trop forte, pour que vous sentiez un maximum. Donc ils ont été super là-dessus parce qu'ils m'ont vraiment accompagnée. C'est-à-dire quand j'avais un doute, quand je recommençais à avoir mal, elles m'ont accompagnée pour tenir un peu plus la douleur, pour pas faire trop d'injections, pour pouvoir sentir un maximum au moment des poussées. Et donc, c'était vraiment ça. Ils ont vraiment assuré là-dessus parce que à 4h du matin, en fait, ça a mis longtemps à s'ouvrir et d'un coup, je suis passée de 5 à 10. Voilà. Et à 4h du matin, on me dit, vous êtes à 10, on va falloir pousser. Et là, je commence à réavoir mal un petit peu. Et donc, je suis en hésitation. Je leur dis, est-ce que je me remets un coup de pipette de produits anesthésiants ou pas? Et elles me disent, en fait, si vous appuyez maintenant, vous sentirez rien. Donc, on peut vous accompagner dans la douleur pour que vous sentiez. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu un accouchement incroyable l'accouchement en lui-même, parce que ça n'a pas duré longtemps. Déjà, les poussées, il a fallu 20 minutes de pousser, donc rapidement. Et j'ai tout senti. Voilà, donc j'ai vraiment senti ma fille passer, vraiment. Et c'était incroyable, cette sensation. C'est le plus beau truc qui existe au monde, je pense. Pour autant, j'ai pas eu mal. Voilà, je me souviens pas de la douleur, en tout cas, sur le moment des poussées. Et elle est née à 4h58 du matin. Et elle était dans mes bras et c'était le plus beau jour de ma vie. Voilà. Waouh! Ouais. Que Un d'aventure! 23 août, je précise, un 23 août pour un terme le 30 août. Et ça, je le répète, un 23 août pour un terme le 30 août. Donc, à terme, globalement, quasiment. Et c'est ma plus belle victoire, on va dire. Oui, tu peux être fière de toi, effectivement. Enfin, quand je t'écoute, j'écoute ce récit, je me dis waouh, comment dans ta tête on peut te dire tu vas accoucher à 6 mois et demi, et puis comment quand tu es proche du terme on te dit non, il n'y a pas de contraction ou elles sont pas efficaces, t'accouches plus. Enfin, Oui, c'est ça. c'est vraiment, on passe des opposés, quoi, et on Exactement. comprend que voilà, que toi tu sois pas, enfin ce qui est un décalage entre ce qu'on te dit, ce que tu vis, ce que tu connais à ce moment-là de l'accouchement, de la grossesse, de là où tu en es. Et, Mhm. euh, et on est heureuse que, voilà, que finalement ça se soit passé rapidement. Du coup, quand ta petite naît, on te la met tout de suite sur toi. Tu fais le pot à pot, ou est-ce que c'est papa qui le fait? Et puis, est-ce que tu fais cette première tétée d'accueil, je suppose, vu que tu veux nous parler de l'allaitement? Comment ça s'est passé, cet accueil? Oui. Alors, moi, j'avais vraiment un objectif, c'était l'allaitement. J'y tenais énormément. Je pense via le modèle de ma maman qui a eu 4 enfants, 4 allaitements avec un sevrage naturel, donc des allaitements longs. Et moi, je voulais ça pour mon enfant. Enfin, je l'espérais ça. Oui, tétée d'accueil tout de suite, avec un bébé qui prend le sein parfaitement bien dès le départ. Du pot à pot avec le papa aussi, après la tétée d'accueil. Je reste longtemps avec mon bébé au sein, elle prend les deux seins, etc. Et puis après, le papa fait le pot à pot. Et voilà, tout va bien, on me remet dans ma chambre. Et effectivement, très rapidement, là, c'est objectif allaitement. Et où moi, je m'étais mis un peu de pression parce que je voulais vraiment y arriver. J'avais peur de ne pas y arriver. J'avais peur de ne pas savoir faire comme ma maman. J'ai eu des petites sœurs et j'ai pas mal d'écart avec, donc j'ai vu ma maman allaiter. Je connaissais les gestes, voilà, je l'avais vu faire. Et je trouvais ça tellement incroyable. Je me souviens que quand ma plus petite des sœurs est née, j'avais déjà 16 ans. J'ai 16 ans d'écart avec.
Et donc, je me souviens que j'avais envie de faire comme ma mère. J'avais envie de la mettre à mon sein, hein, déjà. Donc là, c'était vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. Voilà. Mais du coup, la pression fait quand même qu'on se dit, oh là là, si ça marche pas, comment je vais faire, etc. Et en fait, c'est pas évident l'allaitement. Il y a rien de, c'est à la fois très naturel et à la fois pas du tout. C'est-à-dire que, en fait, on est gauche, on sait pas, c'est quelque chose de quand même très particulier. Et le bébé ne sait pas non plus. Voilà, il faut qu'il apprenne, la maman faut qu'elle apprenne. C'est vraiment un échange entre l'un et l'autre que j'ai trouvé à la fois merveilleux et à la fois compliqué parce que on se dit si j'y arrive pas, c'est que j'ai pas un bon lien avec. Enfin moi je me disais tout de suite c'est que je sais pas m'en occuper, alors que c'est pas ça. Maintenant avec le recul je le sais, mais à l'époque à la maternité c'est ce que je me suis dit. Et en fait, je voulais vous parler de l'allaitement parce que je parle maintenant de père aidant. On appelle les pères aidants pas mal de fois par exemple, dans ce qui est de la santé mentale, maintenant il existe des pères aidants. Et ben aujourd'hui, dans l'allaitement, je trouve qu'on manque de pères aidants, dans le sens où moi, ce qui a sauvé mon allaitement et ce qui a fait que ça s'est derrière très bien passé, c'est ma maman, qui en fait a été ma conseillère en allaitement, très clairement du début de l'accouchement, même avant, hein, parce qu'on en parlait beaucoup d'ailleurs pendant la grossesse. Elle me conseillait des choses, tu verras, je te conseille de faire comme ci ou comme ça. Et dès l'accouchement, elle est venue dès le premier jour et en fait, elle m'a rassurée, montré, expliqué beaucoup plus que les sages-femmes, que le corps médical, qui était très favorable à l'allaitement, hein, pas de problème. Mais disons que j'avais énormément de doutes. En fait, dès le deuxième jour, ma fille a pleuré, 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 pleuré toute la nuit, toute la nuit. Bon, la fameuse nuit terrible que beaucoup de mamans vivent à la maternité, mais moi, on me l'avait pas dit, ça, déjà. Et puis la deuxième nuit, en fait, j'avais l'impression j'avais pas encore eu ma montée de lait et j'avais l'impression que ma fille mourait de faim et qu'elle était pas rassasiée. Je n'arrivais pas à la faire arrêter de pleurer. J'étais en panique totale. Je savais pas comment faire. Et en fait, une des personnes présentes à la maternité ce jour-là, je sais plus si c'était une sage-femme ou autre, mais en tout cas, une des personnes me dit, mais vous savez, si vous voulez qu'elle arrête de pleurer, on lui donne un petit biberon. Et en fait, pour moi, c'était l'échec. Je refusais totalement de donner du lait, bien que c'est vraiment pas une question de jugement, c'est un choix personnel. Mais pour moi, c'était un échec personnel de ne pas arriver à faire full allaitement. Et je me disais, si elle prend un biberon maintenant, en fait, c'est la fin de mon allaitement. Elle va préférer ça, ça va plus vite, ce sera mieux pour elle. Moi, j'ai pas encore eu ma montée de lait. Et je me disais, elle va plus vouloir de mon sein, quoi. J'avais été alertée par ça, par la confusion, tétine sein, par plein de choses. Donc pour moi, c'était no way. Et au début, j'ai refusé. Donc pendant la nuit, là où c'était terrible, hein, je sais plus, à 2-3 heures du matin, on me le propose. Je dis non, je veux pas. J'essaye de joindre ma maman. Bon, c'est peut-être le seul moment où elle m'a pas répondu à 3 heures du matin. Elle s'en est voulu elle s'en est voulu le lendemain pourtant, mais donc elle me répond pas et en fait au bout d'un moment moi je craque, je suis fatiguée, j'ai pas dormi la nuit de mon accouchement, j'ai pas dormi, je suis exténuée, je la vois pleurer, j'ai besoin qu'elle s'arrête et on me dit mais vous inquiétez pas, on va lui donner une petite portion de lait et ça va aller. Et donc à 4 heures, je crois, à 4 ou 5 heures du matin, je craque et je dis bon ok. Et c'est même pas moi qui lui donne. Je veux pas lui donner en fait. Je lui dis allez-y en fait, donnez-lui et voilà, tant pis. Et moi je pleure toutes les larmes de mon corps. Je pense que c'est fini. Je culpabilise, voilà. Et si je veux parler de ça, c'est parce qu'en fait le lendemain matin à la première heure, j'appelle ma mère en pleurs. Je lui dis maman, j'ai donné un biberon, c'est horrible, je m'en veux, c'est fini mon allaitement. De toute façon, j'ai même pas eu ma montée de lait, maintenant je l'aurai plus. Et là, ma maman me dit, mais détends-toi, no stress, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, c'est pas un biberon qui va foirer ton allaitement, ta fille, elle s'en rappellera pas sans doute, t'inquiète pas. Et donc, elle me donne des conseils très précis. Déjà, elle me fait déculpabiliser immédiatement sur le fait d'avoir donné un biberon. Elle me dit que c'est pas grave. Elle me dit que mon allaitement ne sera pas foiré, que je peux toujours y arriver.
Elle me donne des conseils très précis, mettre au sein un maximum ma fille pour faire venir la montée de lait. Voilà, elle me donne des conseils aussi parce que je commence à avoir mal moi au sein. Je pense que je commence à avoir des crevasses. Donc elle me dit avant, après chaque tétée, tu mets bien la noline, etc. Enfin bref, elle vient à la maternité très vite. Elle me montre comment mettre bébé, elle me montre plein de positions. Et en fait, elle me rassure, elle me dit je suis passée par là, c'est normal. Et en fait, je pense les 3 premières semaines postpartum où ben j'ai beaucoup douté de l'allaitement parce qu'il faut du temps pour le mettre en place. À chaque fois, c'était SOS maman. Et à chaque fois, elle venait et elle me remontrait et elle me rassurait. Et en fait, elle avait tellement les gestes qu'elle n'avait pas oubliés au final. Après 4 enfants, 4 allaitements, c'était tellement pour le coup instinctif chez elle que ça m'a permis de prendre confiance en fait. Et à chaque fois que j'avais un doute, même sur le nombre de tétées, est-ce que là c'est suffisant, est-ce que là voilà, à chaque fois je l'appelais et à chaque fois elle avait les bons mots pour me rassurer et pour me dire c'est bon, t'es sur la bonne voie, ça va le faire, tout va bien. Et je pense qu'elle a sauvé mon allaitement. Vraiment, elle a sauvé mon allaitement. Aujourd'hui, ma fille va avoir 2 ans au mois d'août et je l'allaite toujours. Wow. Euh, c'est grâce à ma maman, c'est clair. Et je parle des pères aidants aussi parce que moi, je pense que c'est ma maman qui a fait que j'ai pu réussir mon allaitement. Et par la suite, j'ai ma belle-sœur qui a accouché 4 mois après moi, qui a voulu allaiter. Et en fait, moi, ma fille avait 4 mois, mon allaitement était en place, ça se passait bien et tout. Et en fait, m'a beaucoup demandé de conseils et j'ai répété l'opération avec elle. Et elle dit aujourd'hui que c'est grâce à moi que son allaitement a fonctionné, qu'elle a pu allaiter. Et en fait, je pense que, je suis assez persuadée que c'est vraiment comme ça que c'est indispensable. L'allaitement, c'est tellement un truc qu'on ressent, de ressenti aussi à l'intérieur de soi que je pense qu'une maman qui y est passée, c'est celle qui est de meilleurs conseils que n'importe qui pour aider. Voilà, et je pense que, en particulier les proches, je pense que ça aide aussi parce qu'on a moins de tabous et qu'on pose mieux les questions. Moi, je posais des questions qui me paraissaient complètement idiotes à ma maman, mais en fait, elle l'était pas, mais j'osais lui les poser et je trouvais ça. Voilà, je trouve que c'est super important la transmission entre guillemets pour l'allaitement. Je pense que ça compte plus que tout. Et c'est une expérience incroyable, l'allaitement. Je trouve que c'est vraiment le prolongement, pour moi, en termes de ressenti, c'est le prolongement de la grossesse, en fait. Chaque fois que j'ai ma fille au sein, c'est la voir encore un petit peu dans mon ventre. D'ailleurs, bon, certains pensent que parfois c'est peut-être un petit peu malsain de pas arriver à couper le cordon complètement, mais moi, j'adore cette expérience-là et je vais essayer de la laisser se sevrer toute seule si j'y arrive. Mais pour le moment, là, de toute façon, à 2 ans, je pense qu'il y a plus, il y a plus trop possibilité de la sevrer, de la forcer à la sevrer. Bon, c'est là, bon, elle tâtonne beaucoup moins, mais voilà. Ça me paraissait important J'avais eu même l'idée de créer des associations de pères aidants à allaitement, une asso de pères aidants à allaitement. Mais d'ailleurs, dans le club Poussette, pour en revenir au club Poussette de tout à l'heure, l'asso dans laquelle je suis toujours, maintenant en tant que maman qui aide un petit peu tout ça, on a créé une sous-partie un peu allaitement et on essaye d'aider les nouvelles mamans qui ont plein de questions et c'est bien normal. Voilà. Ah, c'est génial, hein. Super, bravo à toi, c'est chouette. Mais Merci. oui, ce que tu soulèves là, c'est la sororité féminine en fait, hein, que ce soit les transmissions des mamans, des grands-mères quand les jeunes filles ont leurs règles, que ce soit au Mm. niveau de la grossesse, que ce soit au niveau de l'accouchement, que ce soit en fait, ce que tu relèves, c'est que toi, ton besoin a été tout au long, finalement, de trouver ce soutien par des femmes qui avaient vécu ou qui vivaient Ouais, la même chose que toi. Peut-être que exactement. d'autres auront besoin plus d'être assurées par le côté médical, pratico-pratique. Il faut faire comme ci, comme ça, et elles vont appliquer à la lettre, et ça va leur convenir, et c'est OK aussi. En tout cas, là, on ressent bien, toi, ce besoin que tu as eu. En plus, tu as l'air d'avoir une maman qui a été très bienveillante dans le conseil.
parce que des fois, les conseils peuvent être maladroits. Là, on sent la bienveillance et la transmission, en tout cas le côté rassurant. Et elle t'a redonné le pouvoir et la confiance en toi en te disant c'est ok, tu sais faire. Mm, Et c'est exactement finalement, elle a eu ce rôle de doula mm, qu'on peut proposer. complètement. Et ben, elle l'a fait très naturellement et c'est souvent ce qui se fait très naturellement. Donc, merci de souligner tout ça. C'est vraiment une très chouette histoire et je trouve que tu nous partages très très bien tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as vécu, comme si c'était hier. Alors, même si c'était il y a 2 ans, finalement, et ce lien qui perdure avec l'allaitement pour tout doucement sortir de cette maternité, de cette grossesse et reprendre vos places à toutes les deux. Je trouve ça très chouette. Donc, je te remercie pour ton témoignage et comme à notre habitude, je te demande si tu souhaites un petit mot de la fin assez court puisqu'on est dans notre timing prévu. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Euh, Qu'est-ce que j'aurais envie de dire pour la fin? Peut-être bah, j'ai le droit de donner un petit avis un petit peu militant ou pas? Est-ce que je peux me le permettre? C'est libre. Non, mais quelque chose que j'ai pas évoqué, mais très rapidement, en fait, bah, dans la prolongation de ce que je vous dis au sujet de l'allaitement, qui est la prolongation de la grossesse et dans laquelle moi j'ai mis beaucoup d'importance, je me rendais pas compte avant l'accouchement à quel point c'était tôt de reprendre le travail à 2 mois et demi en France, chose que je n'ai pas pu faire. Pas pu faire psychologiquement parlant, hein, que ce soit parce que j'étais pas prête, mais aussi parce que j'allaitais mon bébé exclusivement, qui n'a jamais voulu prendre de biberon. Je n'ai jamais réussi à lui faire prendre de biberon. Et donc, je n'aurais pas pu reprendre le travail. Alors, de toute façon, ça a été un grand chamboulement pour moi, professionnellement parlant, cette maternité. C'est-à-dire que j'avais plus envie de faire ce que je faisais avant, très clairement. Mais au-delà de ça, même si j'avais eu envie de faire ce que je faisais avant, je n'aurais pas pu. Et pour moi, on a vraiment, vraiment du boulot à faire là-dessus en France. Je sais que dans d'autres pays, ça se passe mieux. Mais voilà, un congé mat qui s'arrête aux 2 mois et demi de l'enfant, c'est pas possible. Là, j'appréhende un deuxième enfant pour ça, parce que là, j'ai pu me permettre de rester avec ma fille financièrement parlant pendant longtemps. Pour un deuxième, je pense que je ne pourrais pas le faire, et du coup, je sais pas comment je vais faire parce que je suis pas capable, je pense, de reprendre à 3 mois, c'est pas possible. Donc voilà, le fin mot, c'est ça, c'est que, enfin, quand on vit, et encore moi, mon histoire, voilà, j'ai pas fait de dépression de postpartum, j'ai pas vécu un accouchement en lui-même difficile. Et ben pour autant, accoucher, enfin, avoir un enfant, accoucher pour une femme, enfin, je veux dire, personne, je pense que la société, et notamment les hommes qui nous gouvernent, ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est, de ce que ça implique pour une femme et pour sa vie. Et voilà, et je pense que il nous faut du temps en fait. Donnez-nous du temps, s'il vous plaît. Peut-être qu'on fera plus d'enfants. Voilà, Ben, c'était écoute, là-dessus que je voulais finir. je te remercie. J'espère que ce sera entendu à notre petite échelle. En tout cas, je pense que beaucoup partageront ton ressenti. Heureusement, des choses bougent, hein. Ils ont rajouté des Ouais, j'ai vu. voilà, pour les mamans et les papas dont on a aussi besoin, ou les coparents, en tout cas pour être soutenus, parce que nous, on se sent pas prête, mais on a aussi le besoin de passer le relais, et on est Tout aussi à une fait. famille la plupart du temps à trois, et en fait, il faut que eux aussi puissent prendre leur part, donc c'est bien que le gouvernement mette des choses pour que Oui, eux oui, oui, tout à fait. prendre en place. Donc, on espère effectivement, c'est un peu le but aussi de ces podcasts, et de partager des récits et d'ouvrir des consciences et de faire émerger des choses voilà, sur du besoin qui est réel, qui est vécu. Mm. Donc, encore une fois, merci beaucoup Chloé. Merci Lindsay d'avoir été avec nous en backup comme d'habitude. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot toi aussi? Merci à vous deux. Hmm. C'était incroyable et je partage tout à fait ton avis sur le prolongement de congé mat. Ça me met longtemps parce qu'aux États-Unis, on n'a rien. Du coup, j'étais juste là, genre, je devrais être contente. Je devais être Mm. grateful que on a au moins ça. Mais non, c'est pas assez. Et c'est pas une course vers le plus bas. Mm. On devrait faire mieux en France. Mm, mm, Ouais. Aussi aux États-Unis. Mais ça, c'est mm. une autre histoire. Voilà.
Merci beaucoup, les filles. En tout cas, merci à vous deux. Merci beaucoup de m'avoir écouté et permis de reparler de tout ça. C'était chouette. Ah, c'était un plaisir pour nous aussi. Merci. Bonne journée à tous. À très bientôt sur Histoire de naissance. Merci à toi de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur notre prochaine interview. Pour nous soutenir, abonne-toi et suis-nous sur les réseaux.